conférence sur le remanufacturing, les industriels multiplient les gammes face à une demande qui explose. C'est le titre officiel de cette conférence Equipoto. Donc, nous avons parmi nos intervenants Amaury Dezombre, directeur Rayman Repair et directeur marketing OES Valeo. Nous avons monsieur Raphaël Tréguer, président de Fluoris Neutral. Vincent Nicot, cofondateur de Cotrolia. Julien Dubois, qu'on ne présente plus, mais qu'on va présenter quand même, qui est le président de Rayman Mobiliance et de beaucoup d'autres choses encore. Et Antoine Ferré, directeur commercial de Siepa, qui lui représente l'activité de recherche, de collecte et de fourniture de vieilles matières. Voilà. Alors, le Rayman, c'est la petite bête, ou plutôt la valeur qui monte. Les modèles et technologies s'élargissent. Le parc vieillit, avec toutes les difficultés et les coûts de fabrication de pièces pour les constructeurs sur les vieilles références. Le rénové est une alternative technique, mais aussi environnementale en termes d'économie circulaire et de décarbonation. Au chapitre des freins, si je peux dire, il y a souvent des difficultés d'obtenir des données techniques concernant les nouvelles fabrications. Et puis l'approvisionnement en vieilles matières est aussi un sujet. Et avec toujours ce différentiel économique à respecter entre le Rayman et la fabrication neuve. Alors on va commencer par dresser un paysage avec le pape du Rayman, qui va se présenter parce qu'il a tellement de casquettes qu'il les connaît mieux que tout le monde. Alors Julien Dubois, vous êtes là à quel titre déjà pour commencer? Donc, je suis le président de Mobiliance Remanufacturing, qui est donc vous connaissez la grande fédération Mobiliance de l'aval de la filière automobile, qui représente plein de métiers, les réparateurs, les déconstructeurs, les concessionnaires, etc. Et on est depuis 2 ans maintenant, l'un des métiers de Mobiliance, le remanufacturing, donc qui représente et fédère les industriels des pièces remises à neuf, du remanufacturing de moteurs, de boîtes, d'injecteurs, d'alternateurs, ça y est, j'ai dit injecteur, je ne le dirai plus, je le dis 2 fois, injecteur 3 fois, des machines tournantes, je l'ai dit, des compresseurs de climatisation, de l'électronique, de plein de choses encore, puisque on se rend compte que dans un véhicule, beaucoup de choses, peut-être même tout peut se réparer ou se remanufacturer. En tout cas, en termes de pièces mécaniques et électroniques, c'est une certitude. Donc ça, c'est une de mes casquettes. Et par ailleurs, effectivement, je suis également le président d'une société qui fait du remanufacturing d'injecteurs, qui s'appelle LRPI Remanufacturing à Saint-Étienne, et également fondateur d'une société de distribution qui s'appelle Values, qui est plutôt en mode start-up, c'est une toute jeune société, et qui distribue aux réparateurs des pièces issues de l'économie circulaire, ça va de soi. Bon alors, au niveau du paysage, est-ce que vous pouvez chiffrer les évolutions du marché en 2 ans, puisque la dernière conférence qu'on a fait ensemble, c'était il y a 2 ans sur Equipoto. Donc, les évolutions de marché, les volumes, la diversification de pièces, les nouvelles tendances. Alors, le Rayman, c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps. Vous avez ici autour de la table, et ils diront mieux que moi, des industriels qui font du remanufacturing depuis des décennies. Donc, ce n'est pas des process nouveaux. En revanche, ce qui est nouveau, ou en tout cas plus récent, c'est qu'on le mette sur le devant de la scène et qu'on en parle, et notamment qu'on mette en avant les bénéfices environnementaux, les bénéfices en termes d'économie matière que représente le remanufacturing, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus vertueux de réutiliser une pièce, en la remettant à neuf, bien sûr, mais de réutiliser une pièce, une carcasse, plutôt que d'aller prélever des nouveaux matériaux dans la nature. Donc cette technologie, ces process industriels qui existent depuis toujours, ils sont aujourd'hui dans l'air du temps, et c'est tant mieux. Ce qui génère une forte augmentation. Aujourd'hui, il n'y a pas un membre de Mobiliance Remanufacturing qui fasse la tête quand on se voit ensemble. Il y a plutôt de la croissance dans nos entreprises. Beaucoup de nos entreprises, d'ailleurs, il y a une vraie diversité dans les membres de Mobiliance Remanufacturing. Vous avez ici présent d'ailleurs des grands équipementiers ou grands constructeurs, jusqu'à des PME beaucoup plus récentes et beaucoup plus locales parfois, qui sont en mesure de développer des nouvelles technologies et des nouvelles fonctionnalités pour le marché. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un marché qui croît très fortement, à plus de 2 chiffres régulièrement chaque année, et qui taille des croupières, il faut quand même se le dire, qui taille des croupières à la pièce neuve,
auprès des réparateurs, des concessionnaires. D'ailleurs, j'attire votre attention, tiens, c'est juste un chiffre que j'ai eu hier, puisqu'avec Mobiliance, on fait une enquête tous les ans sur le regard que portent les réparateurs, qui sont quand même l'élément essentiel, la pierre angulaire de ces rouages, le regard que ces réparateurs portent sur la pièce issue de l'économie circulaire. Bah, figurez-vous qu'il y a 2 ans, quand on leur demandait est-ce que vous voyez d'un œil favorable à la pose de pièces issues de l'économie circulaire au sens large sur les voitures, ils étaient 1 sur 2, 50% à être favorables à la pose de pièces issues de l'économie circulaire. 2 ans après, c'est les chiffres d'hier, ils sont 87%. Donc il y a un changement de regard probablement parce que l'offre s'est améliorée, l'offre s'est structurée, la qualité est au rendez-vous et les réparateurs ont recours davantage à ces pièces bien plus vertueuses environnementalement. Et alors, quel est votre regard, avant de passer aux producteurs, si je peux dire, quel est votre regard sur la politique des différents équipementiers face au Reman? C'est assez large comme question, ça peut aussi même parler des coopérations éventuelles ou des mauvaises coopérations. Non, le remanufacturing, il est fait par des petites PME locales extrêmement spécialistes et par des très grands équipementiers internationaux qui font ça depuis des années. Valéo est là autour de la table, il pourra en parler bien mieux que moi. Ce qui est intéressant, c'est que dans les équipementiers mondiaux, de taille mondiale ou de taille internationale, vous avez vraiment les 2 types de comportements. Vous avez des gens qui, depuis longtemps ou plus récemment, décident d'investir très lourdement dans le remanufacturing, dans l'économie circulaire, et donc ont probablement passé un cap de maturité, j'ose le mot, pour ne plus considérer le remanufacturing comme une concurrence faite à la pièce neuve. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous fabriquez des pièces neuves, parfois vous pouvez voir d'un mauvais œil, ce qui nécessite une nouvelle offre moins chère, évidemment. Bah aujourd'hui, d'autres équipementiers que ceux que je viens de citer n'ont pas fait ce choix encore. Moi, ça me paraît être un anachronisme, c'est mon point de vue. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui, un industriel ne peut plus rester un industriel linéaire, strictement linéaire, que la circularité dans les process, c'est pas simple à changer, c'est pas simple à mettre en œuvre, mais ça doit être à tout le moins un projet mis sur le dessus de la pile dans absolument tous les process industriels, dans toutes les entreprises industrielles, dans l'automobile et ailleurs d'ailleurs en particulier. Donc aujourd'hui, moi je considère que sont en retard, les équipementiers qui ne s'intéressent pas au sujet de l'économie circulaire. Tout à l'heure, vous disiez que le Reman taillait des croupières au neuf, mais c'est certainement valable sur les grandes références de grande circulation, mais sur les vieilles références, c'est même un échappatoire plutôt positif. Bah, c'est vrai que nombreux sont les réparateurs qui se trouvent face à une pénurie de pièces ou une rupture de stock de pièces chez le constructeur de tel ou tel véhicule parce que ce véhicule est un peu ancien, parce que la construction ou la fabrication chez l'équipementier n'existe plus. Et que l'adaptable, venant de tous ces petits stands qu'on voit un peu partout fleurir dans le salon, bah, n'est pas forcément disponible parce que les volumes ne sont pas au rendez-vous. Bah, dans bien des cas, l'économie circulaire, le remanufacturing et l'occasion, parfois d'ailleurs aussi, sont de très bonnes solutions et finalement la seule et la dernière solution qui demeure pour sauver des voitures et permettre aux voitures de sortir de l'atelier, là où elles sont bloquées depuis 2 mois, mais d'en sortir par la bonne porte et de reprendre la route. Donc oui, il y a un vrai enjeu. Après, je reviens sur tailler des croupières, je modère immédiatement mon expression. Je veux dire, on est encore tout petit, le Reman c'est encore tout petit, c'est probablement environ entre 5% du marché. Alors, ça dépend des familles de produits. Vous avez des familles de produits, les machines tournantes, les moteurs, etc., sur lesquels le Reman est plus important que le neuf. Donc c'est bien, on s'en enorgueillit, on est des champions, c'est super. Et c'est très bien pour la planète. Mais évidemment, si on prend le marché global de la pièce automobile en Europe, on est encore tout petit. Donc on taille des petites croupières. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais on taille des petits. Bon, alors, petite croupière, grande croupière. Il y a quand même des produits très nouveaux, hein, bon, parce qu'on parle bien sûr des éléments tournants, mais ça existe depuis que la roue existe, si je peux dire. Mais justement, Monsieur Desombres, vous vous occupez de la branche Reman de Valeo. Il y a quand même des nouvelles gammes de produits. Et comment se font les élargissements de gamme chez vous? Alors, si on prend l'exemple de Valeo, mais je pense qu'on n'est pas un cas unique, ça commence par une observation. On sait tous que les véhicules qui sont mis en circulation changent, des nouvelles fonctionnalités arrivent. Il y a de plus en plus d'électronique. C'est banal de le dire, mais c'est quand même une réalité. On a aussi cette tendance vers l'électrification. Donc, petit à petit, le parc automobile est en train de se transformer. Donc, notre premier critère, c'est de regarder ces transformations
et de prendre conscience que notre portefeuille Riemann doit évoluer. On va continuer à faire des alternateurs, des démarreurs. Vous avez sans doute vu notre double embrayage, boîte de vitesse, transmission véhicule thermique. Donc on est ancré dans le parc actuel, mais on regarde aussi le parc qui arrive, le parc qui grandit. Il est plein d'électronique, il commence à comporter des composants 48 volts, 400 volts, 800 volts. C'est des nouveaux métiers et c'est finalement cette observation qui déjà pose le premier jalon de l'innovation. Après, on va regarder de quoi ils sont faits, on va regarder ces pièces, ces composants, et on va être plutôt sensible aux composants qui ont une grosse valeur une grosse valeur produit, parce qu'on va être dans la logique de récupérer cette valeur pour lui donner une deuxième vie. Et par ailleurs, s'il y a une grosse valeur, on sait qu'on aura un vrai levier de différenciation sur le prix par rapport à la pièce neuve. Un produit qui a une grosse valeur, vous faites un avantage de 25 ou 30%, vous envoyez un signal prix assez clair, assez visible pour l'automobiliste. Et puis le dernier critère, ça va être d'être capable de s'approvisionner en vieille matière. Par expérience, on a eu la même tout à l'heure. Il faut attendre 30 secondes. Mais rassurez-vous, hier dans le 2-2, c'était la voiture, les tam-tams et les tambourins. Voilà, donc là pour le moment, c'est juste l'annonce. Ils annoncent la conférence Riemann pour remplir la salle, je pense. Voilà, donc le premier critère, c'était d'accompagner la transformation technique du parc. Le deuxième critère, c'est de regarder la valeur pour financer toute la reverse logistique, toute la récupération, la remontée des vieilles matières. Il faut quand même un produit qui a une certaine valeur à récupérer. Et finalement, le troisième critère, c'est d'avoir à court ou moyen terme, avoir devant nous un marché. Donc il faut que le parc soit suffisamment mature pour qu'il génère des remplacements, pour qu'on puisse amortir aussi tous ces investissements, parce que même pour des produits Riemann, il y a énormément d'investissements industriels, R&D, on doit former beaucoup de personnes, on doit recruter, on doit parfois reconvertir des usines. C'est pas parce que c'est une deuxième vie que ça se fait sur un coin de table par miracle. Il y a toute une industrie derrière, le Riemann c'est une industrie. Donc on la pense aussi dans le moyen et dans le long terme. Vous avez combien d'usines affectées au remanufacturing au total? Aujourd'hui, on en a une bonne dizaine. Alors, France? En France, en Europe, et puis après dans toutes les régions du monde, en Chine, au Japon, aux États-Unis, au Brésil, on en a plusieurs. Moi, j'ai vu effectivement arriver un nouveau produit, c'est la rénovation de phares, qui m'a quand même beaucoup interpellé parce que ça m'a l'air complètement nouveau. Vous avez communiqué un peu là-dessus. Alors, quel est le process, quelle est la logique, le fonctionnement et vers quel type d'acheteur ça va être destiné? Alors effectivement, vous avez raison, on a beaucoup communiqué sur le lancement du premier projecteur à LED remanufacturé. En termes de processus, finalement, on a appliqué nos standards de la rénovation. Donc, être capable de faire revenir en usine les projecteurs usagés ou les projecteurs qui ont le plus souvent subi une collision. On les démonte complètement. On va récupérer dans ces projecteurs toutes les pièces qui peuvent être démontées de façon non destructive. Vous imaginez bien que dans un projecteur plastique, il y a très souvent beaucoup de composants qui sont collés. Et là, il n'y a pas d'autre solution que de faire des découpages. Et là, on endommage la pièce. Donc, on se dit que cette pièce-là, elle ne pourra pas être réutilisée. Il va falloir en utiliser une autre. Donc voilà, on trie les composants. On fait un assortiment de composants réutilisables qu'on va requalifier de façon... Merci. Qu'on va requalifier de façon assez stricte. On parle notamment du module d'éclairage, vraiment la partie qui éclaire. Derrière, il y a une électronique de contrôle. Donc, c'est un contrôle électronique, une requalification électronique. Il y a parfois quelques composants d'aspect. Et une fois que tous ces composants sont considérés bons pour une deuxième vie, on va les réassembler dans une carrosserie de projecteurs complètement neufs. Donc, en fait, on va livrer au marché d'apparence d'extérieur un projecteur neuf, donc en termes d'aspect, en termes de qualité optique, en termes d'étanchéité, donc de durée de vie, absolument identique au neuf.
Simplement, à l'intérieur, les composants moteurs lumineux, électroniques de commande ont déjà eu une première vie, ont été requalifiés et sont considérés comme éligibles pour une deuxième vie. Antoine, collecteur. Bonjour Jean-Michel. Ce genre de produit, vous travaillez dessus déjà? Pas du tout. On ne travaille pas l'optique chez nous, on travaille essentiellement la pièce mécanique. Pour travailler le phare, il nous faut plusieurs facteurs, c'est-à-dire comprendre les réels besoins des acteurs, des rénovateurs, les références recherchées, les volumes demandés, le cahier des charges techniques et bien sûr un niveau de prix. Alors justement, allô, oui. Justement, pour vous en tant que rénovateur, comment se passent ces appros sur les pièces vulnérables et comme les phares qui sont souvent endommagés, et comment est-ce que vous faites pour démarrer sur des nouvelles lignes, on va dire un peu difficiles à obtenir? Alors vous mettez le doigt sur un point qui est absolument essentiel. Effectivement, l'amorçage, on est dans l'histoire de la poule et de l'œuf. Est-ce qu'il faut avoir vendu un produit remanufacturé pour avoir une carcasse, ou est-ce qu'il faut une carcasse pour vendre un produit remanufacturé? En fait, il faut les deux, ce qui est un peu compliqué. Heureusement, quand on arrive avec un produit remanufacturé sur le marché, en général, a déjà eu recours. Il y a déjà des remplacements qui ont lieu par des produits neufs, mais donc il y a des matières des vieilles matières qui existent. Donc la vraie difficulté, c'est pas de les inventer, elles existent, c'est de les localiser et de les faire revenir dans nos usines. Donc autant que faire se peut, on va proposer au marché de les racheter. Alors on va les acheter directement. Quand on est dans des développements avec des constructeurs, c'est le constructeur qui va opérer ça dans son réseau. On avait une discussion avec notre collègue ici présent de savoir s'il serait intéressé d'aller chercher des projecteurs ou d'autres produits nouveaux qui pourraient être intéressants. Et voilà, donc soit on arrive à trouver la carcasse par tous les moyens possibles, et on les utilise tous, soit au départ, on n'aime pas trop, mais parfois c'est une nécessité. Dans la boîte, on va mettre un produit neuf. On va le faire pendant une durée très courte, mais vraiment pour amorcer la boucle. Une fois que la boucle est en place, elle va s'auto-entretenir, mais il faut la lancer. Donc on a éventuellement recours aux produits neufs. À ce moment-là, on essaye d'être à peu près clair avec notre marché, de leur dire au début, c'est un produit échange standard, ce n'est pas un produit Riemann, c'est un produit échange standard, et on vous donnera le go quand ça y est, il tourne de façon stable avec de la rénovation. Pour vous, Antoine, les best-sellers, les grands produits, c'est quoi en ce moment? Chez nous, le trio gagnant reste démarreur, alternateur, compresseur de clim. Après, si on rebondit sur la question électronique, le réservoir AdBlue prend une place de plus en plus importante. Mais on a encore des contraintes auprès de nos fournisseurs, les centres VHU. Certains centres vendent directement ces réservoirs AdBlue via leur comptoir ou en ligne. D'autres nous les cèdent, mais parce qu'il y a une vraie question autour du bon fonctionnement de cette pièce. Voilà. On a essayé de mettre un système en place de consigne. Donc le centre VHU va consigner les réservoirs AdBlue qui vont vendre au comptoir. Ça fonctionne très peu via la proportionnalité des ventes en ligne aujourd'hui chez les centres VHU. Oui, parce que la consigne, ça a toujours été réservé, on va dire, en B2C par les distributeurs. Et là, B2B, collecteur CVHU, c'est peut-être très nouveau pour eux, ils ont du mal. C'est très nouveau, mais on essaye même si c'est une infime partie, Michel, on essaye de capter une matière précieuse pour la filière. Ok, on va passer un petit peu sur l'électronique avec Monsieur Nico, Vincent Nico, qui est un expert de Cotrolia. Alors vous avez déjà un cursus original. On va se présenter déjà. Cotrolia, en fait, notre métier, notre mission, c'est de redonner une seconde vie à l'électronique embarquée dans l'automobile. Donc on va dépanner des blocs ABS, des calculateurs moteurs, des directions citées. On va dépanner tous les organes électroniques qu'on retrouve dans un véhicule. Et nos clients, on en a une multitude, ça va du garage multimarque, de l'agent de marque, du concessionnaire, du distributeur, des flottes automobiles. Et on a un contrat assez simple chez Cotrolia, c'est qu'on répare en 24 heures, 48 heures, et avec une garantie de 2 ans. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'on a des économies de 50 à 70% par rapport à une pièce neuve. Et depuis 17 ans,
l'économie circulaire, pour nous, elle est importante. Elle est ancrée dans notre ADN. Souvent, chez nous, on a une phrase, c'est « on ne jette pas, on répare ». On ne surfe pas sur du green bashing, c'est notre philosophie. Ça nous tient vraiment à cœur. Oui, vous avez en plus une vision, enfin une approche originale du métier, puisque je crois que vous êtes presque semi-autodidacte. Vous avez quasiment arrêté vos études pour vous lancer sur ce sujet qui vous passionnait. Exactement, on est des passionnés d'électronique avec un bon sens paysan. Vous vous réveillez la nuit pour contrôler des ordinateurs, enfin pour contrôler des éléments, je crois. En fait, on a commencé dans un garage pour créer ces simulateurs. Et pour vous, quelles sont les grandes tendances, les grandes tendances, les futures pièces Rayman? Les grandes tendances, ces temps-ci, comme le disait, on a les réservoirs des Blue. Là, on est en train de lancer les blocs ABS. Et aussi, on a des systèmes BPGA qui gèrent la protection des batteries. Et les grandes tendances qu'on voit venir, je rejoins Maury. Après, on va avoir des défis technologiques souvent, nous, on dit dégommer des verrous. On va avoir les boîtes de vitesse, les TCU, les Transmission Control Unit. On va voir également les phares à LED. Pour nous, ça va être aussi un problème esthétique à aller chercher. Et les systèmes ADAS, où là, il va falloir contrôler toute l'intégralité du système. Et là, bon, il y a du travail encore. Mais ça, on aime bien. Parce que là, vous avez ouvert une nouvelle unité à Niort, je crois, de la Rayman Factory. Oui, c'est ça en fait. Cotrolia, à la base, nous, notre métier, c'est le repair and return. On va chercher le boîtier chez le garagiste, on le répare chez nous en interne et on le renvoie. Et là, on est en train de changer de modèle. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on a créé la Rayman Factory il y a 1 an en fait? On passe du mode artisanal au mode industriel. En fait, on a découpé tous nos process et tout au long du cycle de rénovation, en fait, on est en train de mettre des process semi-industriels, de la traçabilité et aussi qualité. On veut de la qualité. Et derrière tout ça, en fait, le plus important pour nous, c'est on a créé un méga simulateur où on contrôle l'intégralité des entrées-sorties. Par contre, c'est simple, soit c'est KO, soit c'est OK. D'accord. Et à votre avis, quels sont les verrous qui vous empêchent d'accélérer? En fait, il y en a 2 verrous. Il y en a un d'abord, Cotrolia, à chaque fois, on part d'une feuille blanche. On n'a rien, en fait. Donc, on met plus de 2 ans à rajouter une gamme dans le Rayman. Donc là, avec ça, on fait ce qu'on appelle beaucoup chez nous du reverse engineering. C'est-à-dire qu'on va prendre toutes les entrées-sorties du calculateur et on va venir les simuler une par une. Donc ça, c'est un travail de longue haleine. Ça fait 17 ans qu'on fait ça. Et petit à petit, on commence à bien maîtriser l'ensemble des technologies. Alors, Monsieur Tréguer, vous êtes responsable à la direction de Raymakers. Alors, contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent, Raymakers est une filiale indépendante de Renault. C'est ça, je crois? Alors, pour être précis, nous appartenons au groupe The Future is Natural, qui est un nouvel acteur dans l'économie circulaire en Europe, dans l'industrie automobile en Europe, qui a plusieurs filiales, Future is Natural. Une de ces filiales est The Remakers, il y en a aussi 2 autres. Une qui s'appelle Indra, qui est spécialisée dans le dismantling de véhicules. Une autre qui est spécialisée dans l'écoulement de déchets industriels, qui est déchets automobiles, qui est Gaia. Et puis nous, The Remakers, qui sont spécialisés dans le remanufacturing de gros organes automobiles, donc des moteurs, des boîtes de vitesse. Depuis maintenant 75 ans, c'est une activité ancienne, à Flins, made in France, qui appartenait au groupe Renault et qui est maintenant intégré à Future is Natural. Future is Natural étant 80% Renault, 20% Suez. Et nous développons ces différentes gammes depuis maintenant 80 ans, donc moteur thermique, boîte de vitesse, turbo, injecteur. Et dernièrement, nous avons développé la rénovation, le remanufacturing d'un moteur électrique de l'ensemble de la chaîne de traction électrique, celle de Zoé, mais aussi de Kangoo électrique et aussi de Master, qui nous a valu d'ailleurs le Grand Prix de l'innovation il y a quelques jours ici même. Et nous sommes les premiers, nous sommes pionniers à faire cette activité. Donc une nouvelle société sur une activité ancienne et portée vers le futur avec de nouveaux produits. Et pour nous, une nouvelle frontière, c'est bien sûr l'électrique, même si nous voulons être très forts encore dans le thermique et de plus en plus aussi dans d'autres secteurs avec des partenariats à nouer, notamment au sein de ce salon. Voilà. Oui, dans le prolongement de l'activité de Choisy, mais dans une rediversification absolue, quoi. Voilà, diversification sans oublier notre métier d'origine, qui est bien sûr le thermique, qui a encore de longues années
devant lui, le thermique, mais l'électrique prend de la force. Il faudra qu'on soit présent avec notre client traditionnel, qui est bien sûr le groupe Renault, mais en s'ouvrant, nous aussi, à l'ensemble du secteur automobile, puisque nous sommes vraiment, Verimakers, créés pour nous mettre au service de l'ensemble du secteur automobile, d'autres OEM, d'autres distributeurs, d'autres acteurs, d'autres partenariats, bien sûr, pour croître, puisque l'objectif qu'on a à l'horizon 2030, c'est plus 50% d'activité, avec ce qu'il faut d'investissement en plus et ce qu'il faut aussi de ressources humaines. Voilà un peu les objectifs. Les rénovateurs déplorent souvent, on en a parlé rapidement, la difficulté d'obtenir des données constructeurs. Est-ce que votre proximité avec Renault est un élément simplificateur? Alors bien sûr, ça aide. Ça aide, on a bien sûr toutes les passerelles qui vont bien pour avoir l'information. Et pour ce qui est du reste, aller au-delà du groupe Renault, ça veut dire créer ces passerelles. On est en train de les constituer. Il y a des passerelles qui sont du public, d'autres qu'il faut constituer par des accords. On travaille là-dessus. C'est un travail de longue haleine, mais on va y arriver. Vous allez y arriver. Julien, vous nous donniez des chiffres tout à l'heure. Vous pouvez nous résumer rapidement la différence, le rapport que le consommateur fait entre le neuf et le réemploi? Alors la question est large, parce que réemploi, c'est toute l'économie circulaire. Le réemploi, le reman, pardon. Le remanufacturing. Alors, si on parle du consommateur final, l'automobiliste, clairement, on a un peu de pédagogie à faire. Je ne suis pas sûr que beaucoup des automobilistes, et d'ailleurs même des garagistes, soient conscients de ce que c'est que l'échange standard. Je ne crois pas qu'on ait prononcé ce mot encore déjà depuis le début de la conversation, mais l'échange standard, c'est connu depuis toujours par les garagistes. Et voilà, vous prenez un moteur en échange standard, une boîte de vitesse en échange standard. Et je ne suis pas sûr, je suis sûr du contraire, mais c'est une rhétorique, je ne suis pas sûr qu'on ait expliqué un jour, que le garagiste ait expliqué à l'automobiliste qu'un échange standard, c'était un produit remanufacturé, un produit de seconde vie, etc. Je pense qu'il était un temps où parler d'économie circulaire, parler de seconde vie, on prenait risque d'avoir des objections et donc c'était quelque chose qu'on mettait un peu sous le tapis. Je crois que les temps ont un petit peu changé, que maintenant on parle d'échange standard et de remanufacturing de manière beaucoup plus affirmée, beaucoup plus assumée. Et donc, c'est un discours qu'on peut tenir vis-à-vis du consommateur. Les garagistes eux-mêmes, c'est un de nos travaux à tous, remanufacturiers. Pour ça, on a besoin aussi de la distribution pour nous aider à expliquer en permanence aux réparateurs qui sont c'est la pierre angulaire de ce secteur, c'est le vrai prescripteur de ce type de pièces, qui ne prend absolument aucun risque entre le neuf et le remanufacturé, qu'il a autant de garanties, qu'il a une qualité de produit qui est absolument pas mise en défaut, et qu'il peut se tourner sans crainte vers l'économie circulaire et vers le remanufacturing en particulier. Donc ça fait partie de nos boulots, ça fait partie aussi du travail de la Fédération Mobiliance, que de passer ces messages en tant que métier remanufacturing vers les autres métiers de l'association, que sont les concessionnaires, les agents, les artisans, les réparateurs indépendants. Alors, je vais vous faire plaisir en disant ça, mais pour moi, c'est un petit peu... J'amorce les questions suivantes, mais je pense que dans l'esprit du public, ou en tous les cas, moi, depuis que je suis automobiliste, le Reman emballé, proprement bien rénové, fait partie du paysage, et le consommateur, parfois, je dirais même, ne fait pas vraiment la différence. Bon, ça me semble être une certitude. Donc pour moi, le Reman a un avenir, mais le principal souci, à mon avis, quand même, du Reman, c'est l'approvisionnement en vieille matière. C'est là que tout se passe, parce que pas d'appro, pas de Reman. Alors justement, je vais demander à Monsieur Dezombre, comment chez Valeo vous faites pour amorcer la pompe, c'est-à-dire commencer à trouver en volume les pièces difficiles à trouver. Je reposerai d'ailleurs la même question à notre collecteur après. En fait, on va devoir casser un des piliers essentiels du Reman, qui est que le modèle économique du Reman fonctionne si la vieille matière est une ressource gratuite. Pour être économiquement rentable, le Reman, il faut qu'on récupère la carcasse suite à une vente. Donc ça, c'est le postulat de départ. Quand on amorce un nouveau produit, une nouvelle famille produit, il faut casser ce dogme et dire là, la matière, il va falloir l'acheter. Donc il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce qu'on sait que pendant cette période, on va faire du Reman qui va rapporter moins d'argent, voire qui ne va pas en rapporter du tout. On va acheter ces carcasses, soit directement auprès de sociétés qui ont un accès de par leur organisation, soit via nos clients. On va aller chercher directement des carcasses par nos contacts. C'est vraiment du réseau.
c'est du réseau ou bien une logique d'achat. Mais il n'y a pas d'autre solution. Et puis quand on n'en trouve pas, ce que je vous disais tout à l'heure, on va mettre un produit neuf pour amorcer autrement la pompe avec un produit neuf qui va générer une dépose d'un produit qui ne marche plus, qu'on va pouvoir faire revenir. Et puis ça y est, on a une carcasse, on va pouvoir commencer à la faire circuler. Et pour vous, Monsieur Tréguer, le fait d'être en lien avec cette grande entité du losange, est-ce que pour vous, c'est un élément simplificateur des approvisionnements? Alors nous sommes en relation avec plusieurs marques pour récupérer de la vieille matière, avec un système de reverse logistique comme notre collègue dans toute l'Europe, qui nous permet d'avoir environ 90% d'approvisionnement. Et 10% complémentaires, c'est avec nos partenaires, avec Indra et Gaia, bien sûr, qui sont également dans Future is Natural. Et puis on a un complément d'achat, on a un réseau de récupérateurs, de brokers en Europe pour compléter. Et là aussi on achète, parce qu'on pense aussi que nous, il faut acheter par moment pour permettre d'avoir vraiment ce qu'il faut d'ajout pour être vraiment au top en termes de ressources, pour avoir les prix les plus bas, puisqu'à la fin, il faut faire moins 30% pour les prix, et puis aussi le bon niveau de qualité pour les clients, puisque le Reman chez nous, le remanufacturing chez Verimaker, c'est vraiment le même niveau de qualité que le neuf, avec la même garantie, donc il faut avoir un bon approvisionnement. Donc il y a les réseaux constructeurs, il y a les brokers, et puis il y a nos partenariats au sein de Future is Natural. Voilà. Et chez vous, chez Cotrolia, c'est sur des références aussi difficiles à identifier parfois que les parties électroniques, vous gérez ça comment au niveau des CVHU et du reste? En effet, nous, on a un métier compliqué. L'électronique, faire de l'échange standard électronique, c'est très compliqué. C'est à la référence, il y a un hardware, il y a un software. Donc là, nous, on a créé une base de données pour identifier tout ça. Et on a créé une map, si vous voulez, une map Europe, avec différents CVHU. Et on les a spécialisés un par un pour avoir telle pièce électronique dans tel pays, etc. Et j'aimerais juste rajouter un élément dans le Reman, c'est souvent avec Julien, Amaury, à Mobiliance, on parle d'un produit, une pièce échange standard doit être produit comme neuf, on dit un état neuf. Et moi je rajouterais un truc, si on veut que ça marche la pièce Reman, il faut de la qualité. Si un de nous fait une mauvaise qualité, ça va pas marcher, plus personne va en vouloir, on le ressent. C'est ce qui s'est passé à un moment avec la D-Blue, produit très complexe à réparer, etc. Et ça crée un désaccord, etc. Donc si on fait tous de la qualité en France ou ailleurs, peu importe, ça va fonctionner. Il faut qu'on le démocratise, l'évangélise. Et grâce à ça, on a des plateformes comme Value, c'est top. Donc pour nous, c'est génial, on peut vendre nos produits dessus, mais j'insiste sur la qualité. Si on ne fait pas de qualité, ça ne marchera pas. Et d'ailleurs, là-dessus, pour rebondir, chez Mobiliance, avec Vincent et avec un certain nombre d'autres membres, on travaille sur la labellisation des métiers du remanufacturing. Parce que, on le sait, à chaque fois qu'on parle de Reman ou d'économie circulaire, on passe 5 minutes à définir les termes. Hein. Ça, on le sait, à chaque fois, c'est comme ça. Le réparer, le reconditionner, le remanufacturer, c'est un process industriel, c'est remis à neuf, c'est la même garantie que le neuf, c'est parfois même mieux que le neuf. Hein, quand on vient faire de la maintenance préventive, voire de l'upgrade sur les softwares. Donc, tout ça, il faut s'assurer effectivement que les acteurs, réparateurs, consommateurs, soient conscients de ce qu'ils achètent. Et effectivement, on a quelques menaces, quelques acteurs un peu moins sourcilleux sur la qualité qui peuvent arriver sur nos géographies. Donc tout l'enjeu, c'est d'être en mesure de donner le bon guide de lecture aux acheteurs réparateurs sur ce qui est, alors je vais le faire un peu du bon et du moins bon remanufacturing, en tout cas ce qui est du remanufacturing tel que la définition d'ailleurs officielle de l'ADEME le prévoit. Oui, un mot pour ajouter sur la qualité. Nous, chez Verimaker, c'est une constante vraiment de notre travail. Et tous les organes qui sortent remanufacturés de chez nous sont testés systématiquement pour être sûr vraiment de la qualité du fonctionnement impeccable de nos moteurs. Et on peut parler parfois même meilleur que le neuf, de meilleure qualité que le neuf. On ne peut pas l'écrire, mais au moins on peut le dire entre nous aujourd'hui. Si vous le dites, je connais quelqu'un qui va vite reprendre l'expression. Hein. Mais la qualité, ça marche aussi pour les indépendants, comme par exemple dans la rénovation d'injecteurs, où depuis des années, depuis des décennies même, cette rénovation chez un certain nombre d'acteurs indépendants se fait main dans la main avec les équipementiers. Aujourd'hui, un rénovateur, un remanufacturier indépendant d'injecteurs, il travaille et il est homologué, pour ceux qui le sont, officiellement par Bosch, par Delphi, et nous suivons, je dis nous parce qu'il y a plusieurs acteurs sur le marché, de manière extrêmement précise et à 100%, les recommandations, cahiers des charges, outils de test, composants, etc. des équipementiers. Et finalement, on est presque des sous-traitants qui apportons une force de remanufacturing
pour refabriquer, recommercialiser des composants toujours à la marque des équipementiers. Et c'est intéressant ça. Tu parlais tout à l'heure, Michel, vous parliez, Michel, tout à l'heure du comportement des équipementiers. Il faut aussi rendre hommage à ces équipementiers, Bosch, Delphi, je les ai cités, qui donnent vraiment la capacité, avec les composants, avec les capacités à réparer, aux acteurs indépendants de remettre sur le marché des produits rénovés de très haute qualité. Alors, on s'approche de la fin de cette table ronde, mais je vais revenir quand même sur l'apporteur d'affaires, si on peut l'appeler comme ça, c'est-à-dire la société SIEPA, Antoine Ferré. Comment ça se passe vraiment, concrètement, sur les produits problématiques ou introuvables? Comment vous allez, quelles sont les ficelles? Alors, je ne vous demande pas les secrets d'entreprise, mais quelles sont les ficelles de l'approvisionnement? C'est vrai qu'on rencontre sur le terrain des difficultés importantes. Petite pause. Allez, on continue. Donc, je reviens sur la problématique de terrain que l'on retrouve. On a une demande des rénovateurs sur, je pense, pour la partie moteur, sur des références assez récentes, où le centre VHU, là où on va sourcer le produit, n'a pas ce produit, sa produit en stock, car il est envoyé dans d'autres filières, soit pour la partie occasion, ou soit pour l'exportation. Il reste aussi un autre produit où on a du mal à capter la matière, ça reste le turbo. On arrive à du mal à capter la matière en France, car le centre VHU va vendre directement son moteur accompagné du système injection et le turbo d'occasion ou à l'exportation pour les pays de l'Est. On constate, on a parlé beaucoup avec des VHU pour essayer de récupérer les périphériques du moteur. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que ça abaisse le prix de vente du moteur complet à l'export. Hein. Oui, exactement. Après, on arrive toujours à capter de la matière sur le turbo, comme discuté précédemment. On va sourcer plutôt, faire des imports en Europe chez des collecteurs ou via des surstocks de rénovateurs. Alors moi, la dernière question, parce qu'elle est un peu préparée, mais je vais lui demander combien il fait de kilomètres par an, mais je connais déjà un peu la réponse, sachant que depuis des années, je voyais les collecteurs qui tournaient en camion, qui passaient leur vie dans leur camionnette à se faire France Sud, France Nord, etc. Et là, je crois quand même qu'on arrive sur des éléments de simplification. Oui, Michel, le système a un peu changé. Maintenant, on met en place différentes logistiques. Le process d'approvisionnement a changé. Donc, après accord avec nos fournisseurs d'un tarif en vigueur, on dépose des emballages auprès des centres VHU. L'opérateur qui va démonter la pièce va le mettre directement dans nos bacs, dans nos propres emballages. Et on va travailler avec un affréteur externe à notre société pour pouvoir collecter, transporter la marchandise jusqu'à notre site. Et ensuite, cette marchandise est triée dans une zone de réception dédiée et filmée. Voilà. Donc tu fais beaucoup moins de kilomètres que ton père. Beaucoup moins. En a fait. Pierre qui est là. Bon. On va bientôt se terminer. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? À juger, il n'y en a pas vendu. Bon, bah écoutez, je vous remercie. Est-ce que vous avez un dernier commentaire, une dernière phrase ? Juste un commentaire. Vous avez au Hall 2, et je suis sûr qu'un certain nombre d'entre vous y sont passés, le village de l'économie circulaire. Alors, ça fait 3 ans, 3 éditions d'Équipe Auto qu'on a mis en place, à l'initiative d'ailleurs à l'époque avec le salon de Mobiliance, un espace dédié à l'économie circulaire. Et cet espace, cette année, il est encore plus beau et encore plus grand que les éditions précédentes. Il le sera encore plus dans 2 ans. Et c'est, je trouve, le signe que cette thématique de l'économie circulaire et l'offre qui va avec, les industriels qui vont avec, ont pris toute leur place dans l'industrie automobile. Je crois que c'est une vraie tendance lourde de fond. Donc on sera là encore dans 2 ans pour reparler de ces sujets avec le sourire comme aujourd'hui.
Bah, je rajoute un mot aussi dans ce cas-là. The Future is Natural et Very Makers, on est au hall 2-2, on est voisins. Au 98, donc on vous attend pour présenter nos produits et puis éventuellement prendre un petit café. Voilà. Merci encore, Michel. Et si vous voulez rester dans le hall 1, Valeo est présent dans le hall 1. Et si vous voulez vous abonner à Autorecyclage, il y a des magazines qui vous attendent à l'entrée. Bon, cette petite séquence commerciale étant épuisée, nous allons vous remercier et vous donner rendez-vous dans le hall 2-2 principalement parce que c'est là que ça se passe. Mais surtout, n'oubliez pas nos partenaires.